Pascal était un homme de la terre. L'un de ces êtres dont l'existence même semble tissée dans le cycle immuable des saisons. Ses mains, noueuses et tannées par le labeur, connaissaient chaque parcelle de son domaine en Bourgogne. Non pas comme une propriété, mais comme une extension de son âme. Sa vie était une chorégraphie ancestrale dictée par le soleil et la pluie, une routine prévisible faite de semailles, d'attente et de récolte. Chaque matin il saluait l'aube naissante depuis le seuil de sa ferme en pierre, respirant l'odeur de la terre humide et écoutant le murmure du vent dans les chênes centenaires. Pour lui, était cela, la véritable richesse. Une harmonie silencieuse avec le monde qui l'entourait, un pacte non écrit transmis de père en fils. Au cœur de ces terres, étendant à perte de vue sous le ciel été se trouvait le champ de blé, sa fierté et son gagne-pain. Était une mer dorée et ondoyante, dont les vagues lourdes d'épis promettaient l'abondance. Et au centre exact de cette étendue, tel un gardien immuable, se dressait l'épouvantail. Il n'était pas une simple construction de bois et de haillons, mais un monument au temps qui passe. Ses vêtements, délavés par d'innombrables averses et blanchis par les soleils ardents, avaient appartenu à l'arrière-grand-père de Pascal. Son visage, un sac de jute grossier sur lequel des yeux de charbon avaient été maladroitement dessinés, semblait observer les générations se succéder avec une patience infinie, témoin silencieux des joies et des peines de la ferme. Cette année-là, la terre avait été d'une générosité presque insolente. La récolte était pas seulement bonne, elle était miraculeuse. Les tiges ployaient sous le poids de grains plus gros et plus dorés que quiconque dans le village n'en avait jamais vu. Les anciens hochaient la tête avec un respect craintif, chuchotant qu'il s'agissait d'une bénédiction des esprits de la terre, une récompense divine pour le dévouement de Pascal. Chaque coup de faux révélait une densité de richesse qui dépassait toutes les espérances, et le parfum du blé mûr remplissait l'air d'une promesse de sécurité pour l'hiver à venir. Était le genre de récolte qui entre dans les légendes locales, une saison bénie qui aurait dû remplir le cœur de n'importe quel fermier de gratitude. Pourtant, alors que les sacs de grains s'empilaient, une ombre s'insinua dans l'esprit de Pascal. La gratitude s'effaça pour laisser place à un sentiment plus froid, plus acéré, l'avidité. Il contemplait son champ, non plus avec l'amour d'un gardien, mais avec la convoitise d'un conquérant. Chaque épi, chaque grain, lui apparaissait comme un dû. Une possession exclusive. Pourquoi partager ne serait-ce qu'une miette de cette fortune? Cette pensée, d'abord un murmure, devint une certitude glaciale. La bénédiction était plus un don à honorer, mais un trésor à amasser. Une lueur dure s'alluma dans son regard, celle d'un homme qui a décidé que les anciennes règles ne s'appliquaient plus à lui, que sa sueur lui donnait tous les droits. La tradition, aussi vieille que les collines environnantes, était pourtant claire et simple. Elle exigeait que la toute dernière gerbe de blé soit laissée intacte au centre du champ. Ce n'était pas un gaspillage, mais une offrande sacrée, un acte de remerciement. On l'appelait la part de l'esprit, un tribut modeste payé aux forces invisibles qui gouvernaient la fertilité du sol, assurant que la terre continuerait de donner l'année suivante. Était un symbole d'humilité, la reconnaissance que l'homme ne fait que prendre en prêt ce que la nature lui offre. Un petit prix à payer pour maintenir l'équilibre, pour apaiser ce qui dort sous la glèbe, et pour garantir que la générosité ne se tarisse jamais. Pascal cependant, balaya ses coutumes d'un revers de main méprisant. Des contes de bonnes femmes pour effrayer les enfants, marmonna-t-il entre ses dents, sa faux brillant d'une lueur sinistre sous le soleil couchant. Il s'avança vers le centre du champ, là où la dernière touffe de blé se dressait, attendant son sort rituel. Sans la moindre hésitation, il abattit la lame. Le son des tiges tranchées résonna dans le silence du crépuscule, avec une finalité choquante. Il ne laissa rien. Pas un épi, pas un grain. Le champ était nu, dépouillé jusqu'à sa dernière parcelle de vie. Il avait tout pris, brisant un pacte millénaire par pure cupidité. Au moment précis où il liait la dernière gerbe volée pour l'ajouter à sa montagne de richesse, un changement subtil se produisit dans l'atmosphère. Un vent glacial, venu de nulle part, traversa le champ immobile. Était un souffle anormal, car pas une seule feuille des arbres voisins ne frémit, pas un brin de poussière ne s'éleva du sol. Était un froid qui ne venait pas du temps, mais d'ailleurs, un froid qui semblait s'infiltrer directement sous sa peau, et glacer ses os. Un frisson violent parcourut l'échine de Pascal, une réaction instinctive de son corps à quelque chose de profondément contre nature. Le silence qui s'ensuivit était lourd, pressant,
comme si le monde entier retenait son souffle. Inquiet, il se retourna lentement, ses yeux balayant le champ désormais vide. Son regard se posa sur l'épouvantail, sa silhouette dégingandée se découpant sur le ciel teinté d'orange et de pourpre. La créature de paille et de haillons était là, à sa place habituelle, parfaitement immobile. Pourtant, durant une fraction de seconde, une illusion d'optique troublante s'imposa à lui. Il aurait juré, avec une certitude qui lui fit battre le cœur, que la tête de Jude de l'aile, épouvantail N, était plus droite. Elle lui avait semblé légèrement inclinée sur le côté, comme si elle l'observait avec une curiosité silencieuse et antique. Il cligna des yeux, et la vision disparut. Ce N était que la fatigue, se dit-il, mais en rentrant chez lui, il ne put se défaire du sentiment d'avoir été jugé. La nuit suivante, un son étrange tira Pascal de son sommeil agité. Ce N était pas le vent dans la cheminée, ni le craquement familier du vieux bois de la ferme. C était un froissement lent, rythmé, comme de la paille sèche traînée sur la terre battue du chemin menant à sa porte. Il se leva, le cœur battant sourdement contre ses côtes, et jeta un œil prudent par la fenêtre de sa chambre. La lune baignait le champ d'une lumière blafarde, révélant la silhouette de l'aile, épouvantail, immobile à sa place. Tout semblait normal. Pourtant, en y regardant de plus près, il lui parut que la créature de paille se trouvait quelques mètres plus près de la lisière du champ qu'auparavant. Une illusion d'optique, se persuada-t-il, un tour que lui jouait son esprit fatigué et coupable. Il retourna se coucher, mais le son avait laissé une trace glaciale dans le silence de la maison. Le lendemain matin, en ouvrant sa porte pour affronter la journée, son sang se glaça. Sur le seuil en pierre usée, là où il n'aurait dû y avoir que de la poussière, reposait un unique brin de paille. Il était long, sec, et d'un jaune maladif. Ce N était pas le type de paille qu'il avait entreposé dans sa grange. Il la ramassa, ses doigts tremblant légèrement. Le vent, se dit-il avec un manque de conviction flagrant. Un simple caprice du vent. Mais au fond de lui, une peur froide commençait à prendre racine. Cette nuit-là, le son revint, plus distinct, plus proche. Ce N était plus un murmure lointain, mais un raclement délibéré juste sous sa fenêtre. Un bruit qui parlait d'une intention lente et implacable. Il n'osa pas regarder cette fois, il savait qu'il N était plus seul. Au fil des jours, la raison de Pascal s'effrita comme la terre sèche sous un soleil de plomb. Il se sentait épié en permanence. Même en plein jour, au milieu de son champ désormais nu, il sentait un regard vide et fixe posé sur sa nuque, un poids invisible, qui le faisait sursauter au moindre bruit. Les nuits devinrent son purgatoire. Le froissement de la paille avait cessé de se manifester à l'extérieur pour s'inviter à l'intérieur de la maison. Il l'entendait maintenant dans le grenier, juste au-dessus de sa tête, un lent déplacement qui faisait pleuvoir de fines particules de poussière dans les raies de lune. Puis, il l'entendit dans le couloir, un chuchotement sec qui semblait tester la résistance de chaque planche du parquet. La peur N était plus une visiteuse nocturne, mais une habitante permanente de son esprit. La terreur atteignit son paroxysme une semaine après la récolte. Le son avait changé de nature. Ce N était plus un déplacement furtif, mais un grattement. Un grattement léger, mais méthodique et insistant, contre le bois de sa porte d'entrée. D'abord, il crut à un animal, une branche peut-être. Mais le rythme était trop régulier, trop patient. C était le son de quelque chose qui voulait entrer, et qui savait qu'il avait tout le temps du monde. Pascal, barricadé dans sa cuisine, les mains plaquées sur ses oreilles, ne pouvait plus nier, évidence. La chose qui le tourmentait, N, était pas une bête, ni le fruit de son imagination. C était une présence consciente, une volonté froide, qui se resserrait autour de lui. Il était pris au piège, un prisonnier dans sa propre forteresse de pierre, attendant l'assaut final de ce qui se cachait dans l'ombre. À bout de nerfs, brisé par le grattement incessant qui semblait désormais émaner des murs mêmes de sa maison, Pascal s'enfuit dans la nuit glaciale. Il ne courait pas sans but. Ses pieds le portaient instinctivement vers la seule lumière qui vacillait encore au bout du hameau, une lueur fragile dans la fenêtre de la maison la plus ancienne du village, celle de Mémé Odage. C était une femme dont l'âge était devenu une légende locale, dont les yeux avaient vu passer tant de saisons qu'on disait qu'elle pouvait lire l'avenir dans le vol des corbeaux, et comprendre la langue du vent. Si quelqu'un pouvait donner un nom à la terreur qui le pourchassait, C était bien elle. Il martela sa porte, non pas comme un voisin, mais comme un homme qui sent le souffle d'un prédateur sur sa nuque. La vieille femme lui ouvrit, son visage ridé n'exprimant aucune surprise, seulement une profonde lassitude.
D'une voix tremblante, haletante, Pascal déversa son histoire dans le silence de la petite cuisine, qui sentait le bois de chêne et les herbes séchées. Il parla de la récolte, de sa décision insensée, de l'âle, épouvantail qui semblait se rapprocher, de la paille sur son seuil, puis dans sa maison, et enfin, du grattement inexorable à sa porte. Mémé Odette écouta sans l'interrompre, ses mains noueuses posées sur la table cirée. Son regard ne contenait ni pitié ni incrédulité, mais la gravité solennelle de quelqu'un qui entend la confirmation d'une très vieille et très terrible vérité. Le silence qui suivit le récit de Pascal était plus effrayant que tous les bruits nocturnes. « Insensé » souffla-t-elle enfin, sa voix aussi fragile et sèche que du papier jauni. « Ce que tu as vu dans ton champ n'est pas un simple mannequin de paille. C'est le gardien silencieux, une âme aussi ancienne que la terre elle-même. Il a toujours été là, veillant sur la fertilité du sol, protégeant les récoltes des fléaux et assurant l'abondance. Il est le pacte silencieux entre les hommes et la glèbe. Il donne généreusement, mais en retour il exige une marque de respect, une preuve d'humilité. Il ne demande qu'une chose, la plus simple et la plus sacrée de toutes. La dernière gerbe. Ce n'est pas un paiement, c'est une reconnaissance que tout ce que nous prenons n'est qu'un prêt. » Les yeux de la vieille femme se fixèrent sur Pascal, le clouant sur place. « Par ton avidité, tu as brisé cet équilibre. Tu n'as rien laissé. Tu as déclaré à la terre que sa générosité était indue, que sa puissance ne méritait aucun égard. Tu as insulté le gardien. En agissant ainsi, tu as perverti sa nature. Il n'est plus un protecteur, il est devenu un collecteur. La paille qu'il laisse derrière lui n'est pas une menace, c'est une réclamation. Il marque son territoire, il reprend ce que tu lui as volé, morceau par morceau. Il a commencé par la paix de tes nuits, il réclame maintenant ta maison, et il ne s'arrêtera pas avant d'avoir recouvré sa dette. Et sa dette, désormais, c'est toi. » Pascal regagna sa ferme sous un ciel sans étoiles, le cœur battant au rythme lourd et sourd d'un tambour funèbre. Les paroles de la vieille Odette N n'étaient pas un réconfort, mais une sentence. Il ne se préparait pas à un combat, car on ne combat pas la terre elle-même. Il se préparait à une capitulation, à un acte de soumission totale. Chaque pas sur le chemin familier lui semblait étranger, comme s'il marchait sur un sol qui ne le reconnaissait plus. La maison, autrefois son sanctuaire, l'accueillit avec un silence glacial et hostile. Il ferma la porte derrière lui, non pas pour se protéger de ce qui était dehors, mais pour s'enfermer avec ce qui allait inévitablement entrer. La nuit attendait, et il savait qu'elle ne viendrait pas seule. L'attente fut une torture. Chaque craquement du bois, chaque murmure du vent dans la cheminée, était une annonce de sa venue. Puis, le son commença. Ce N était plus le froissement discret de la paille, mais un grattement sec et dur contre le chêne de la porte. C était le bruit de branches mortes, de doigts noueux et ligneux, qui raclaient la surface avec une patience infinie et une intention malveillante. Le son s'intensifia, devint plus audacieux, plus exigeant. Ce N était plus une créature qui cherchait à entrer, C était un créancier venu réclamer son dû, et il ne se contenterait pas d'attendre sur le seuil. Pascal sentit la poignée en fer de la porte vibrer sous la pression invisible. Soudain, avec un déclic métallique qui déchira le silence, le lourd verrou de fer pivota de lui-même. La porte s'ouvrit lentement, en grinçant sur ses gonds comme si elle pleurait sa propre violation. Dans l'encadrement se découpant sur la lumière blafarde de la lune, se tenait la silhouette du gardien. Elle semblait plus grande, plus décharnée, que dans ses souvenirs. Ses membres de bois tordus et ses haillons flottant dans un vent inexistant, lui donnaient l'apparence d'un spectre assemblé à partir des restes oubliés de 100 automnes. Ses yeux, deux boutons noirs et ternes, N, étaient pas des yeux, mais des abîmes qui semblaient aspirer la chaleur et la lumière de la pièce, fixant Pascal avec une intensité insoutenable. Un instinct primaire hurla à Pascal de fuir, de crier, de se recroqueviller dans un coin. Mais les instructions d'Odette étaient son unique ancre dans cette mer de terreur. Il ne devait pas montrer de peur, seulement du respect et du repentir. Avec des mains qui tremblaient si violemment qu'il craignait de ne pas y parvenir, il commença le premier acte du rituel. Il déboutonna lentement sa veste de travail, chaque geste semblant prendre une éternité. Alors qu'il ôtait, un murmure emplit la pièce, un son semblable à celui de milliers d'épis de blé se froissant les uns contre les autres. Un chuchotement qui formait son nom, encore et encore, teinté d'un mépris glacial et ancien. Il ignora la voix qui tentait de s'infiltrer dans son esprit. Il retourna sa veste, exposant les coutures brutes et le tissu usé, puis l'enfila à nouveau. Était un geste absurde, un acte d'enfant pour tromper les esprits.
mais il y mit toute la foi qui lui restait. Dès que le vêtement fut en place, une vague de froid polaire déferla dans la pièce. Ce N était pas le froid de l'hiver, mais celui de la tombe, un froid qui semblait émaner de la créature elle-même. Le gardien avait avancé d'un pas, sa silhouette déformée se trouvant désormais entièrement à l'intérieur de la maison, apportant avec lui l'odeur de la terre fraîchement retournée, et de la décomposition végétale. Le deuxième geste. Il devait rompre le contact visuel, briser le lien hypnotique que les yeux de la créature tissaient autour de son âme. Il leva sa main tremblante, portant son pouce à sa bouche, sans jamais quitter des yeux les deux vides obscurs qui lui faisaient face. À cet instant, les murmures se transformèrent. Il entendit la voix de son père, mort depuis des années, lui reprochant sa paresse et son avidité. Il entendit les rires moqueurs des autres fermiers, imaginant sa ruine. Le gardien n'attaquait pas son corps, mais son esprit, utilisant ses propres regrets comme des armes pour le paralyser de honte et de désespoir. Avec un cri étouffé, Pascal mordit son pouce. La douleur fut fulgurante aiguë, une sensation réelle et brûlante qui chassa les fantômes auditifs. Le goût cuivré de son propre sang sur sa langue le ramena à la réalité. Le regard du gardien vacilla. L'oppression dans la pièce diminua d'un cran, comme si la connexion avait été momentanément rompue. La créature était toujours là, mais sa présence semblait moins écrasante. Il avait gagné un court répit, mais il sentait la colère émaner de la silhouette de paille, une fureur froide, face à cet acte de résistance folklorique. Le plus dur restait à faire. Il ferma les yeux, sachant qu'il ne pourrait supporter de voir la réaction de la créature. Puis, d'une voix brisée par la peur, mais rendue ferme par le désespoir, il commença à réciter les mots anciens qu'Odette lui avait confiés. Ce N n'était pas une prière à un dieu distant, mais une humble excuse adressée directement à la terre qui l'avait offensé. Terre qui donne la vie, terre qui la reprend, je te demande pardon pour mon orgueil. J'ai pris ce qui n'était pas à moi, j'ai oublié ma dette. À chaque mot, les murs de la ferme se mirent à trembler, et un vent furieux se leva à l'intérieur de la pièce, faisant claquer les volets et gémir les poutres du plafond. Le gardien déchaîna toute sa puissance pour le faire taire. L'air s'emplit de l'odeur écœurante du blé pourrissant et du mildiou. Des visions de champs dévastés, de sécheresse et de famine s'imposèrent à son esprit. Il sentit le contact glacial de doigts de paille sur sa nuque, un toucher qui promettait une fin lente et solitaire. La créature voulait qu'il cède, qu'il ouvre les yeux, qu'il hurle et brise le rituel. Mais Pascal s'agrippa aux paroles comme un noyé à une bouée, son repentir devenant une force tangible, un bouclier contre la terreur. Il poursuivit sa litanie, sa voix se mêlant au chaos, chaque syllabe un pas de plus vers une potentielle absolution. Il prononça la dernière phrase, un murmure presque inaudible, « Accepte mon offrande, et permets-moi de vivre pour honorer à nouveau notre pacte. » Dès que le mot final quitta ses lèvres, un silence absolu et assourdissant tomba sur la maison. Le vent cessa, les tremblements s'arrêtèrent, le froid se dissipa. Le silence était si profond qu'il pouvait entendre le sang battre dans ses propres oreilles. Après ce qui lui parut une éternité, il osa ouvrir les yeux. L'encadrement de la porte était vide. La créature avait disparu. Sur le sol en pierre, là où elle était tenue, ne restait qu'un unique et misérable brin de paille, témoignage silencieux du jugement qui venait d'être rendu. Pascal resta figé, les yeux rivés sur le seuil vide, pendant un temps qui lui parut plus long que la nuit elle-même. Le silence dans la ferme était total, une absence de son si profonde qu'elle en devenait une présence à part entière. Il n'y avait plus de vent surnaturel, plus de grattements, plus d'odeur de terre et de pourriture. La terreur était retirée aussi soudainement qu'elle était apparue, laissant derrière elle un vide glacial et l'odeur persistante de sa propre peur. Lentement, les premiers rayons de l'aube, timides et gris, commencèrent à filtrer par la porte ouverte, dessinant un rectangle de lumière pâle sur le sol en pierre. La lumière ne chassait pas les ombres de son esprit, mais elle confirmait une vérité simple et miraculeuse, il était en vie. Il avait survécu. Le soleil monta dans le ciel, inondant la petite cuisine d'une clarté dorée qui semblait presque indécente après l'obscurité qu'il venait de traverser. Pourtant Pascal ne bougeait toujours pas. Il était une statue de fatigue et de soulagement creux, son corps endolori par une tension qui ne le quittait pas. Son regard tomba sur sa main, toujours tremblante. Sur son pouce, la marque de ses propres dents formait une plaie profonde et violacée, un croissant sombre sur sa peau. C'était plus qu'une blessure, c'était un stigmate, la cicatrice indélébile du pacte qu'il avait brisé, et du prix qu'il avait dû payer pour le rétablir.
Chaque pulsation de douleur dans son doigt était un rappel brutal de son avidité, une leçon gravée non pas dans sa mémoire, mais directement dans sa chair. Quand il trouva enfin la force de se lever, ses mouvements étaient ceux d'un vieillard. Il ne ferma pas la porte. Au lieu de cela, il sortit sur le seuil, respirant l'air frais du matin comme si était la première fois. Ses yeux balayèrent le champ, s'arrêtant sur la silhouette familière au centre. Elle, épouvantail, était là, à sa place, parfaitement immobile, les bras étendus dans sa pose éternelle de gardien crucifié. Sous la lumière du jour, Hélène était à nouveau qu'un assemblage de paille et de haillons. Mais pour Pascal, il ne serait plus jamais un objet inanimé. Était une sentinelle, un juge silencieux. Il comprit alors que sa survie n'était pas une victoire. Était une probation, une trêve fragile accordée par une puissance qu'il ne défierait plus jamais. Alors écoutez attentivement et gravez dans vos mémoires le récit de Pascal. Il est la preuve vivante que la Terre, bien que généreuse, possède une mémoire aussi longue que les sillons tracés par la charrue. Elle n'oublie jamais une insulte, ni ne pardonne l'arrogance. Le gardien silencieux veille, immuable, et ses lois sont aussi anciennes que la pierre. La première de ces règles, la plus sacrée, est d'une simplicité désarmante. Ne prenez jamais tout. La dernière gerbe de la moisson, ce modeste bouquet d'épis dorés, ne vous appartient pas. C'est le tribut offert à l'esprit du champ, le remerciement silencieux qui assure la récolte de l'année suivante. L'ignorer, c'est semer la graine de l'avidité, et de cette graine ne peut naître qu'un monstre. La deuxième règle est un avertissement pour vos nuits. Si, dans le silence profond où seul le vent devrait se faire entendre, vous percevez un froissement de paille, là où il ne devrait y en avoir aucun, n'ouvrez pas vos volets. Ne cherchez pas à percer le mystère de l'obscurité. Toutes les ombres ne sont pas faites pour être contemplées par les yeux des mortels, et certaines connaissances se paient au prix de la raison, voire de la vie. Votre curiosité serait une invitation, une porte, que vous ouvririez sur un monde qui ne vous veut aucun bien. Le son que vous entendez est un avertissement, pas un appel. Respectez-le. Barricadez-vous dans votre ignorance, car elle est votre plus sûr rempart contre ceux qui rampent dans la nuit. Enfin, si vous avez été assez insensé pour ignorer ces avertissements et que le gardien se présente sur votre seuil pour réclamer sa dette, comprenez que toute lutte est vaine. Ne le défiez pas par la force ou l'orgueil, car vous ne feriez qu'accélérer votre propre fin. L'unique voie est celle de la soumission et du repentir. Portez vos vêtements à l'envers pour confondre son essence et inverser le cours de votre malheur. Mordez votre pouce jusqu'au sang pour briser le lien maléfique de son regard et vous ancrer dans le monde des vivants. Puis, priez. Non pas un Dieu lointain, mais la terre elle-même. Demandez pardon pour votre offense. L'humilité est la seule arme qui puisse apaiser une colère aussi ancienne que le monde. Souvenez-vous de cela lorsque vous contemplerez un champ mûr sous le soleil d'août. Certains pactes sont plus anciens que les collines, et plus profonds que les racines des chênes. Les briser, c'est inviter une horreur sans nom à franchir le seuil de votre maison. Le gardien est un être de patience, sa colère est lente à éveiller, mais sa mémoire est aussi longue et froide que l'hiver le plus rigoureux. Il attend, il observe, et il n'oublie jamais. Honorez la terre, respectez ses lois invisibles, et peut-être seulement, vous laissera-t-il en paix, pour voir une autre saison. Ne devenez pas un autre conte de mise en garde chuchoté au coin du feu lors des longues nuits d'hiver. Si ces contes anciens et leurs leçons cachées suscitent votre intérêt, explorez d'autres légendes pour comprendre les règles non écrites qui gouvernent notre monde.